Alors, bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Merci d'avoir bravé la tempête pour être ici. Alors, je me présente, Louis Gendron, je suis le directeur général du Cégep de Trois-Rivières. Très content. Le Cégep a déjà une longue tradition de grandes conférences, donc on pourrait faire ça entre nous, mais on souhaite inviter les étudiants et la population. Donc, il y a toujours des gens du public qui sont là, des gens de la population qui viennent et qui sont intéressés par les sujets. Donc, moi, je suis très fier de notre organisation quand je vois cette ouverture-là à faire en sorte que des débats publics, donc au-delà des cours que l'on offre, donc on veut former des citoyens et on veut être un acteur influent dans sa communauté. Alors merci d'avoir choisi de passer ce moment-là avec nous et rassurez-vous, la neige que vous n'êtes pas en train de pelleter, elle va être là encore à votre... Donc c'est rassurant. Alors, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Probablement que c'est pour moi que vous êtes venu voir, donc juste vous dire merci et je cède la parole parce qu'on n'a pas fait ça seul, on fait ça ensemble, donc la direction des partenaires et on a avec nous M. Jean-Claude Landry, membre du conseil d'administration du comité de solidarité de Trois-Rivières qui va vous adresser quelques mots. Bonne soirée. Alors, bonjour. Oui, je suis Jean-Claude Landry, membre du comité de solidarité de Trois-Rivières. Vous savez, le comité de solidarité est un organisme qui existe depuis déjà 1973, donc 46 ans. Et son mandat, c'est de faire de l'éducation, de l'information, puis de la mobilisation pour développer la solidarité internationale ici en Mauricie. Mais on ne le fait pas seul. On le fait en collaboration avec de nombreux partenaires, et notamment le Cégep de Trois-Rivières et le syndicat des professeurs et des professeurs du Cégep, qui, pour cette activité, sont des partenaires de première main et qu'on remercie beaucoup. Et on a beaucoup de plaisir à travailler avec le Cégep et le syndicat, et pas seulement cette année, depuis de nombreuses années. L'activité de ce soir, elle s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités qui revient chaque année au mois de novembre, qui s'appelle les Journées québécoises de la solidarité internationale. Cette année, ça se tient du 5 au 21 novembre. Et chaque année, sur un espace-temps d'environ 2 semaines, là, il y a une dizaine d'activités d'éducation, d'information puis de mobilisation qui sont offertes au public pour mieux comprendre les réalités locales, internationales. Dans le fond, mieux comprendre la société dans laquelle on vit et le monde dans lequel on vit. Et ça se tient non seulement ici à Trois-Rivières, mais dans plusieurs régions du Québec. C'est d'ailleurs coordonné par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui est mieux connue sous le sigle de l'ACOSI. Et ça se fait aussi avec l'aide financière du ministère de la Francophonie et des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. En Mauricie, comme je vous le disais, c'est le comité qui coordonne un peu tout ça. Puis, cette année, il y a une quinzaine de partenaires qui participent à ce qu'on appelle, nous autres, les JQSI, Journée québécoise de la solidarité internationale. Et le thème de cette année, c'est la justice climatique. On pourrait pratiquement dire l'injustice climatique, parce que les changements climatiques sont source de grande injustice. D'ailleurs, on va le voir ce soir avec la conférence que M. Bouchard va vous offrir quand il va parler du côté perplexe de certaines personnes par rapport ou de la négation même des changements climatiques. Mais à l'international, parler juste un petit peu d'injustice, donner quelques exemples. Ceux qui sont les principaux responsables des changements climatiques, c'est-à-dire les pays du Nord, sont ceux qui en souffrent le moins parce que, d'une part, les catastrophes naturelles se passent beaucoup dans le Sud. La violence des catastrophes naturelles est beaucoup plus importante dans le Sud, qu'on pense aux tornades qui frappent Haïti, qui a frappé la Barbade cet automne, etc. On en a un peu sur la côte est américaine, mais c'est jamais de la même ampleur de destruction que ce qu'on voit dans le Sud. Puis ceux qui en font le moins, bien, c'est eux autres qui le supportent, comme je disais tout à l'heure, non seulement à cause des catastrophes climatiques, mais aussi parce que les industries extractives pillent de façon systématique les ressources du tiers-monde, puis créent justement des gaz à effet de serre dans ces pays-là. Mais ça se passe aussi ici,
l'injustice climatique, parce que les gens les plus en moyen, les plus riches de la société, c'est eux autres qui ont l'empreinte écologique la plus importante, puis les gens les plus démunis, les moins nantis, c'est eux autres qui ont l'empreinte écologique la moins significative, finalement. Un exemple de ça, par exemple, c'est lorsqu'il y a des périodes de chaleur intense, ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux qui vivent dans ce qu'on appelle les espaces où il n'y a pas d'arbres, ou les déserts climatiques, finalement. Et c'est les gens il y a des mortalités, il y en a eu en France, il y en a eu même un petit peu en Amérique. Et ça, c'est surtout les gens les plus démunis, mais c'est dû à quoi les périodes de très grande chaleur? C'est dû justement au changement climatique, dont eux autres ont très peu participé, alors que c'est pas eux autres qui vont faire beaucoup de voyages en avion, c'est pas eux autres qui vont faire beaucoup de transport automobile, mais c'est eux autres qui en souffrent le plus. Donc, l'impact, il y a ça, mais il y a aussi l'impact par rapport, il y a une injustice par rapport au générationnel. Les jeunes vont beaucoup plus souffrir de l'injustice climatique, des changements climatiques, vont beaucoup plus connaître l'impact des changements climatiques que les générations plus vieilles. D'ailleurs, cette anecdote, là, quand on parle de la dette, quand on parlait de la dette, on disait qu'il faut penser aux générations futures, il ne faut pas avoir de dette, etc., quand on parle de dollars, mais quand on parle de justice, de climat, on n'en parle pas vraiment beaucoup de ce qu'on laisse aux générations futures. Puis enfin, les populations autochtones aussi qui sont énormément touchées par les changements climatiques, qu'on pense à ce qui se passe dans le Grand Nord, où il y a la fonte des glaces, puis les populations inuites qui vivent là, dans ça, le supportent, alors qu'eux autres, c'est pas en chassant le phoque puis en chassant le caribou que tu crées beaucoup de gaz à effet de serre. Je termine en disant que les Journées québécoises, on essaie toujours d'axer quelque chose pour permettre aux gens de poser un geste concret, pour pas recevoir l'information, être conscientisé, c'est une bonne affaire, mais ce qui est important, c'est de ne pas rester, d'une certaine façon, impuissant par rapport à ça. Et cette année, on propose une action citoyenne qui est celle de demander avec une pétition, d'ailleurs, elle va être disponible à la sortie au kiosque du Comité de solidarité. C'est une pétition qui demande au gouvernement du Canada de faire sa juste part dans la lutte au changement climatique. Il y a quatre éléments dans cette pétition-là. D'abord, de prendre des moyens pour atteindre une cible de 45 % de réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030, 45 % par rapport à 2010. Investir dans l'aide au développement, 4 milliards de dollars par année pour aider les pays qui subissent les changements climatiques à avoir des mesures d'atténuation puis d'adaptation par rapport aux catastrophes qui les attendent. Soutenir le leadership des femmes, notamment les femmes autochtones, dans le financement des mesures d'adaptation. Et puis, s'assurer que quand il y a du développement, notamment au niveau des industries extractives, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Canada, vous savez que le Canada est le pays où il y a le plus de sièges sociaux de minières dans le monde, c'est d'assurer que les communautés autochtones consentent à l'exploitation de leurs ressources naturelles sur leur territoire. Donc, vous allez pouvoir poser un geste après la conférence de ce soir, mais je pense que la conférence va vous alimenter fortement, vous amener à poser un geste. Puis je termine juste en disant qu'au kiosque en arrière, il y a la pétition, il y a la programmation des GQSI pour les autres activités qui s'en viennent, et il y a enfin une simulation qui va se tenir à l'ONU. Il va se tenir pour une simulation de l'ONU qui va se tenir le 23 novembre, probablement à Trois-Rivières, et on est à la recherche de jeunes pour participer à cette simulation-là. Vous pourrez donner votre nom à l'arrière au kiosque en sortant d'ici. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, excellent. Bon, alors très heureux que vous soyez là. Je suis Jean Fournier, professeur au Cégep de Trois-Rivières. Alors, cette activité-là, nous la tenons principalement pour offrir à nos étudiants et à nos étudiantes un espace de réflexion et d'analyse critique. Hein. C'est la cible première d'un collège public comme le nôtre, de vous permettre de saisir les grands enjeux du monde. Quand le Comité de solidarité nous a interpellés, nous a dit, nous a proposé dans le cadre des JQSI, dont M. Landry vient de nous présenter les grandes caractéristiques de ces JQSI, ils nous ont proposé la thématique de médias
de droite et populisme, ou plus précisément radio-sensationnaliste. On trouvait ça intéressant de réfléchir sous cet angle-là. Les médias sont omniprésents, sont tantôt propageurs d'une idéologie, tantôt tapageurs. Alors, ils nous proposent des espaces, ils nous proposent des idéologies, ils nous font la promotion de notions, d'idées. Alors, il était très intéressant pour nous d'être partenaires. On nous a présenté le conférencier et on a tout de suite accroché coup de cœur en se disant, tiens donc, une personne articulée qui va nous aider à réfléchir. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de souper avec M. Bordua. Je lui ai demandé, Bouchard plutôt, qu'est-ce que je dois dire de vous? Il m'a dit, premier coup de cœur, je suis un militant engagé dans des mouvements sociaux, paix, solidarité internationale, syndicalisme, depuis plus de 20 ans dans la région de Québec. Il m'a aussi mentionné qu'il était historien de formation et conseiller depuis quelques années à la Centrale des syndicats du Québec, qu'on appelle communément la CSQ. Il a mentionné aussi que récemment, il a été récipiendaire du prix Le Soleil Radio-Canada pour la vigile commémorative organisée en relation avec le drame vécu à Québec à la mosquée. Il réfléchit aussi depuis plusieurs années à la question des médias et il réfléchit sous l'angle d'un acteur incontournable qui n'est pas neutre et qui fait la promotion d'idéaux. Et il nous invite ce soir à réfléchir plus longuement sur la réalité des médias dans une intervention qui sera très dynamique, bien rythmée, pertinente et assurément appuyée, que vous saurez apprécier, j'en suis convaincu. Alors, on le salue, on le remercie d'être avec nous. À la toute fin de la conférence, dans à peu près 1 heure d'ici, il y aura une période de questions où, particulièrement, on invitera les étudiants et les étudiantes à exercer leur droit de parole et à émettre des commentaires et, bien sûr, à permettre à notre conférencier de développer davantage sa pensée. Et je porte aussi votre attention qu'à la sortie, il sera possible aussi d'aller au kiosque de la coop, la coopérative, vous pourrez vous procurer des livres à très faible coût qui abordent la question des médias. Alors, une belle soirée. Je vous laisse pour la prochaine heure avec monsieur. Merci d'être là. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, d'être ici à Trois-Rivières. Dans la prochaine heure, on va essayer de comprendre un phénomène qui est important et un phénomène qui n'est pas seulement médiatique, mais qui est aussi politique. C'est la question des radios sensationnalistes. Alors, ces radios, ce sont des acteurs importants qui ont une influence politique et si on veut changer le monde, ce qui est mon cas, peut-être le vôtre, ben, c'est un acteur avec qui on doit composer. Pour le comprendre, ben, je pense qu'il faut l'analyser et c'est la démarche que je me suis donnée il y a une dizaine d'années d'essayer de comprendre plus en détail quel est cet acteur et d'où il vient et qu'est-ce qu'il emmène comme idée. J'aurais pu me pencher sur plusieurs dimensions, mais je me suis concentré, suite à la discussion avec les organisateurs, sur les dimensions sociales, environnementales et sur la question aussi de l'inclusion, la diversité et la question du racisme. Donc, 3 enjeux, sociaux, inclusion et bien sûr l'enjeu environnemental. J'aurais pu me pencher aussi sur la question de qu'est-ce que la radio-sensationnalisme pense de la pauvreté, qu'est-ce qu'elle pense du syndicalisme, qu'est-ce qu'elle pense des cégeps, qu'est-ce qu'elle pense des étudiantes des cégeps, ça aurait été le fun aussi. Qu'est-ce que cette radio pense aussi de toute la question du sexisme, ce qui m'emmène à parler d'une contribution de la région de la Mauricie au phénomène dans la personne du Doc Mayou. C'est quand même une contribution régionale non négligeable, je tiens à le souligner. Je vais donc appuyer ma présentation sur un PowerPoint qui sera ici à l'écran et qui sera aussi disponible. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'ici la fin de la conférence qui pourra donner le nom du site particulièrement où ça sera disponible. Mais donc, la présentation que je vous présente à l'écran, s'il y en a qui veulent travailler sur le sujet, bien, ça sera disponible. Et j'ai beaucoup de références, entre autres à la fin, j'ai toute une bibliographie qui traite du sujet qui pourrait vous intéresser. Certaines diapos vont aller très vite là, parfois, là, donc si le sujet vous intéresse, j'en ai mis plus que moins. Je fais habituellement une présentation plus de type universitaire avec une revue de la littérature, hypothèses, les méthodologies que j'ai utilisées et les résultats que j'ai eus. Mais aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu plus dynamique qui inclura, entre autres, des extraits radio.
Commençons par quelques faits. Alors, la radio, ce qu'on appelle la radio sensationnaliste, c'est deux choses. D'un côté, c'est une radio qui a un discours cohérent politique que je vais définir comme populiste de droite. Et de l'autre, c'est une radio qu'on peut qualifier de radio poubelle. Ces radios poubelles, c'est une dimension, c'est que les propos dépassent les limites. Le concept de radio poubelle est parfois controversé. Moi, je me suis référé à la définition de l'Office québécois de la langue française. Alors, nos amis de l'Office québécois de la langue française, le 15 avril 2005, ont proposé une définition de la radio poubelle qui, dans son essence, associe la radio à des propos orduriers et provocateurs. Alors, c'est une des dimensions qui ressort de certains animateurs. Et je vais donner plusieurs exemples, je vous laisserai juger par vous-même. Alors, deux dimensions, un côté provocateur et parfois ordurier, diffamatoire, raciste et sexiste, et de l'autre côté, un discours populiste de droite qui a droit de séance, bien sûr, dans l'espace public, mais qui a quand même une cohérence qu'on va essayer d'explorer. Je vais faire une mise en garde importante. Première des choses, il y a énormément d'auditeurs qui écoutent ces types de radios-là et bien sûr, les auditeurs sont des personnes intelligentes qui sont capables de dire « ben là, je suis d'accord avec l'animateur, là, je suis pas d'accord. Donc, il n'y a pas un troupeau de moutons qui suit une radio. Les auditeurs regardent leur indépendance et leur intelligence. Par contre, on va voir que la radio a quand même une influence. La deuxième des choses, c'est que les animateurs de ce type de radio-là, il y en a une concentration dans la région de Québec, mais il y en a dans plusieurs autres régions, incluant ici, et incluant dans les grands médias, incluant à la télévision. C'est un fait social qui est important, qui a une présence durable, qui a un discours cohérent et qui politise et mobilise la population. Vincent Turbide et Laforêt, dans leurs deux livres qu'ils ont faits en 2004 et 2008, ça c'est des chercheurs de la Faculté des sciences des communications à l'Université Laval, donc ils ont fait deux livres, dont le livre Fréquence limite, et ils font une analyse, entre autres, des méthodes particulières utilisées par la radio sensationnaliste. Alors, ils vont mettre l'accent sur le fait que ce soit une méthode d'intimidation pour imposer leurs idées, un mode d'échange particulier. Alors, on va couper la parole, parler plus fort, être agressif, donner des ordres, dénigrer la personne après l'entrevue. Hein, la personne donne l'entrevue, des fois, c'est pas si pire, mais une fois qu'elle est partie, la deuxième entrevue, c'est-à-dire l'entrevue de la personne quand elle n'est plus là. Il y a aussi une confusion des genres. On va se retrouver avec des animateurs qui vont se dire « on est des journalistes, on a le droit à l'information », mais on est des chroniqueurs, on a le droit de donner notre opinion. Puis quand ils dépassent les bornes, puis là qu'ils sentent qu'ils ont été trop loin, ils vont dire « oh, non, c'est de l'humour, on est des clowns ». Alors, ils vont se promener d'un statut à l'autre selon la situation. On va faire une banalisation du dénigrement et de l'injure qui est justifiée par la liberté d'expression. Payette, en 2015, avait fait une analyse de la situation et mettait l'accent sur comment ce type de radio-là était un affaiblissement du journalisme. Parce que mettre un animateur, quand même bien qui coûte 200 ou 300 000 $ par année, mettre juste un animateur qui parle pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, ça coûte moins cher que d'avoir une équipe de journalistes. Et lorsqu'on voit l'amplification de ce type de journalisme-là, de ce type de chronique-là, on ne peut pas parler de journaliste, ce n'est pas du journalisme, mais des commentateurs, ils ne vont pas chercher de l'information, ils ne font pas des enquêtes, ils ne font que commenter et donner leur opinion et de proposer leur idéologie. On voit ça aussi dans les médias papier. Hein, de plus en plus, c'est les chroniqueurs qui prennent la place par rapport aux journalistes. On constate aussi, selon les travaux de Lemieux en 2012, qu'il va résumer la méthode, lui, de son côté, en disant que c'est la construction d'un groupe autour d'un animateur vedette qui s'auto-valorise et qui a un auditoire complice et qui a un tiers à haïr. Donc, c'est un trio, hein, la radio sensationnaliste, l'animateur, l'auditoire complice et le tiers à haïr.
C'est une radio qui a des influences politiques et qui influence aussi les élections. Payette, en 2015, faisait la démonstration de soutien à certains partis politiques qui avaient été très flagrants lors des élections de 2014. Giraud et Sauvageau font la même chose en 2009 et vont plus loin en disant que les élections municipales de 2009, ça c'était les municipales, il y avait 2 stations de radio qui n'avaient pas respecté les consignes du CRTC. Donc on a vraiment des analyses qui démontrent que dans les élections, selon les règles au Québec et maintenant au Canada, il y a des limites de dépenses électorales pour que tous les acteurs puissent être égaux et pour que les citoyennes et les citoyens puissent avoir un point de vue partagé. Par contre, quand on a une radio ou des radios qui systématiquement soutiennent toujours les mêmes, bien là, on commence à jouer dans les limites de la démocratie et c'est ce que ces recherches ont démontré. C'est une radio qui influence les opinions. C'est entre autres ce que Marcoux et Tremblay ont démontré en 2006 lorsqu'ils faisaient des entrevues avec des auditeurs et qui étaient capables de constater dans les entrevues que le discours des animateurs changeait et que le discours même des auditeurs changeait à mesure que le discours des animateurs changeait. Donc, ils avaient vraiment été capables de démontrer une influence. Un livre qui vient de sortir cette année, qui est très intéressant sur le sujet, un des plus complets, c'est le livre « Les brutes et la punaise ». Donc, qui a été écrit par Mme Dominique Payette, qui a été professeure en communication et qui a été auteur de nombreuses recherches et rapports sur les médias québécois. C'est un livre qui porte sur les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures. Donc, elle nous fait tout un résumé du discours qui est tenu, mais elle a aussi, dans son livre, des entrevues avec les victimes de ce discours et de l'effet que ça peut avoir. Alors, quand je dis que la radio sensationnaliste, c'est une radio qui peut être aussi une radio poubelle, c'est-à-dire que c'est une radio qui, parfois, dépasse les limites. Alors, on se rappellera qu'en 2005, il y a Jeff Fillion qui avait perdu un procès contre Sophie Chiasson. Il avait été obligé de verser 300 000 $ et il avait été condamné devant un tribunal pour propos haineux, malicieux, non fondés, blessants et injurieux. Donc, en gros, Jeff Fillion avait dit que cette femme qui était animatrice de Météo Média, elle était là parce qu'elle avait des gros seins et puis toute cette carrière était basée là-dessus. Et puis, il y avait un discours régulier qui revenait sur elle. Il n'avait jamais parlé, il ne savait pas c'était qui, mais il en avait fait comme une figure mythique qu'il dénigrait systématiquement. Le CRTC, en 2004, avait même forcé la vente de la station Choix FM et en Cour suprême, cette décision avait été confirmée. Ce qui est arrivé pour Choix FM, pour la petite histoire, c'est qu'elle a été fermée et puis la seconde d'après, elle a réouvert parce que ça a changé de propriétaire. Donc, il n'y a pas eu de différence. La station a continué d'émettre. Le propriétaire a perdu sa licence et Jeff Fillion a, pendant plusieurs années, passé un temps dans son purgatoire, c'est-à-dire une radio pirate qu'il avait sur Internet. Il est revenu depuis. Le Conseil de presse du Québec, qui est l'organisme qui réglemente, qui encadre sans pouvoir coercitif les journalistes au Québec, ils ont fait de nombreuses condamnations à cette radio, entre autres pour propos méprisants et discriminatoires, manque de respect, atteinte à la dignité humaine, propos haineux, incitation à la violence et propos racistes. En 2012, le Conseil de presse estimait même qu'il était impératif d'intervenir auprès du CRTC dans les plus brefs délais pour lui demander de prendre les moyens appropriés pour interrompre, dans les plus brefs délais, la diffusion de tels propos. Alors, la radio sensationnaliste va même jusqu'à instaurer un certain climat de peur. Alors, il y a eu au fil des années des appels à attaquer ou agresser, par exemple, des mobilisations étudiantes, mobilisations syndicales. On a aussi des appels à faire peur aux cyclistes et à des chauffeurs d'autobus qui utilisaient des voies réservées. En 2015,
Choix FM, qui se présente comme la radio liberté, liberté d'expression, a intenté une poursuite de 250 000 $ contre 2 personnes qui tenaient des sites Internet qui dénonçaient Choix FM. Alors, on a donc ces 2 personnes-là qui se sont retrouvées en procès parce qu'ils dénonçaient la radio. Et on retrouve ici M. Jean-François Jacob, qui était une des 2 personnes qui avait été accusée. Et après l'avoir accusé, le directeur de Choix FM, bon, bien sûr, ils ont parlé de eux à la radio. Le directeur de Choix FM a appelé son patron, qui était dans le mouvement Desjardins. Finalement, il a perdu son travail. Et là, on le voit qu'il a sa vitre dans ses mains avec son avocate en arrière parce qu'il y a quelqu'un qui a été tiré des roches dans sa vitre chez eux. Finalement, il est déménagé de la région. C'est un groupe aussi, c'est des radios, je veux dire aussi, qui ont de la complaisance envers des groupes racistes et haineux. Je vais en reparler tantôt. Et il y a plusieurs déclarations, comme par exemple en mai 2018, Jeff Fillion, en préparation des mobilisations du G7, qui proposait que la minute que quelqu'un fait du grabuge, qu'il a une balle dans l'entre les 2 yeux, ça serait la bonne solution. Donc, c'est le genre de propos qui est tenu à la radio à Québec. Et je dis à la radio à Québec, mais pour ceux qui connaissent la bande, ici, ça se rend, presque tous les postes se rendent à Trois-Rivières, donc c'est dans, je dirais, l'est du Québec. Tentons maintenant d'essayer de comprendre le phénomène avec une analyse sociale. De mon côté, pour comprendre la radio-sensationnalisme, je ne me lancerai pas dans une analyse psychologique des animateurs. Des fois, on se demande, oui, mais eux, comment ils se sentent, pourquoi ils sont de même? Moi, ce n'est pas la question que je ne suis pas un psychologue d'un animateur de Radio Poubelle, là, je vais être clair avec vous. Je vous propose plutôt une analyse sociologique, de comprendre pourquoi il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ça et qui adhèrent, au moins en partie, sinon en totalité, à ce discours. Alors, c'est l'étude que j'ai menée. Et une analyse sociopolitique, c'est de savoir c'est quoi les intérêts qui sont défendus par ce groupe, c'est quoi les secteurs de la mobilisation, de la population qui sont mobilisés par ce groupe, et c'est quoi les secteurs de la population qui sont dénoncés. Alors, c'est les 3 grandes questions que je me suis posées. Et pour aller un peu plus loin, je vais faire un échange avec vous pour essayer de faire une analyse sociologique de base. Alors, on va voir si on partage, on partage une analyse de la société dans laquelle on vit. La société est divisée en classes sociales et si on y va de manière grossière, on peut dire qu'il y a un 1% qui est le 1% les plus riches et il y a le 99%. Alors, si je vous demande qui est l'élite, qui dirige la société, pouvez-vous me donner des exemples de qui dirige la société? Le pouvoir économique est entre les mains de qui? Le pouvoir politique est entre quelles mains? Qui a le plus de contrôle sur les médias? Oui. Les grosses compagnies. D'autres? Oui. Le GAFA, donc on parle des grandes compagnies Internet. Les grandes compagnies Internet. D'autres personnes, quand on dit le 1% qui dirige la société, qui pourrait être là-dedans? PKP au Québec, Pierre-Carl Pellado, qui contrôle l'Empire québécois. Et si je vous continue en vous demandant, ce 1%-là, est-ce qu'il y a des organisations qui défendent les intérêts du 1%? Et quels sont les intérêts qui sont défendus? Quels sont leurs intérêts à eux, le 1%? Oui? Garder leur influence, garder leur pouvoir, faire des profits. Oui? Payer moins d'impôts. Alors, ce qui vient de sortir ici de la salle, moi, ça fait une quinzaine de fois que je donne la conférence, et puis on est d'accord sur cette structure de la société. Si je continue, et je demande maintenant le 99%. Ceux qui ne contrôlent pas l'économie, ceux qui ne contrôlent pas la politique, ceux qui ne contrôlent pas les médias. Qui y a là-dedans, le 99%? Le communautaire, les groupes communautaires, ça c'est une organisation.
Est-ce qu'il y a des personnes ou des organisations? Les personnes les plus vulnérables. On parle du 99 %. La classe moyenne. Et est-ce qu'il y a des organisations qui défendent les intérêts de ces personnes-là? Protecteurs du citoyen, les organismes communautaires, les syndicats, les chartes. Et on a dit les syndicats, je pense qu'il faut nommer les travailleurs et les travailleuses. Hein? C'est dans le 99 %, je dirais qu'une bonne partie de ces personnes, c'est des travailleurs et des travailleuses. Alors ça, c'est une analyse, je dirais, classique. Je ne vais pas faire de feedback. Une analyse classique de la société. Alors, je vous ai fait un schéma que vous ne pourrez pas lire, mais que si vous prenez la documentation qui sera en ligne, je l'ai reproduit, bien sûr, en page complète, et qui résume un peu l'analyse que l'on vient de faire ensemble. Cette analyse, elle est validée par les faits. Daou, qui se penchait sur la question de la radio sensationnaliste, indiquait qu'au Québec, comme dans la plupart des sociétés, plus on est riche, plus on se considère plus à droite. Donc, la droite et la gauche politique, et ça, on ne l'a pas nommé, mais la droite et la gauche politique sont liées aussi à l'origine socio-économique. Alors, et on est plus favorable aux baisses d'impôts ou aux hausses d'impôts selon son origine sociale aussi. Et on est plus ou moins favorable à la redistribution de la richesse, de façon qui n'est pas très surprenante. Les très riches sont moins d'accord avec la redistribution de la richesse que la majorité de la population. Sauf dans la région de Québec. Et c'est l'analyse que Daou fait, si vous avez le temps de lire ça, c'est vraiment l'analyse et qui nous emmène au cœur de notre sujet. Pourquoi la droite politique est-elle plus forte dans la région de Québec? Et pourquoi, de façon plus générale, pourquoi on se retrouve dans des situations, puis ça se retrouve aussi aux États-Unis dans plusieurs secteurs, pourquoi les pauvres vont soutenir des politiques de droite qui sont contre leurs intérêts? Dans la région de Québec, on appelle ça ce mystère-là, c'est-à-dire pourquoi les personnes des classes populaires, pourquoi la classe ouvrière, pourquoi une bonne partie de la population soutient ce discours-là et vote à droite. On peut faire une analyse historique, une analyse urbaine, une analyse générationnelle. Je pourrais les faire avec vous, je l'ai fait dans mes travaux, mais je me concentre sur un phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, le rôle que la radio sensationnaliste joue dans ce cadre. Et pour comprendre comment le fonctionnement du discours politique de ces radios, il faut comprendre un autre concept important que vous entendez de plus en plus parler, avec Trump qui est au pouvoir aux États-Unis. On est de la génération, donc les jeunes sont de la génération qui ont grandi avec une montée du populisme qui est présent entre autres aux États-Unis. Et il faut comprendre ce qu'est le populisme. Le populisme, ce n'est pas, puis je vais commencer par dire ce que c'est pas, le populisme, c'est pas d'être populaire. C'est pas à partir du moment qu'on est populaire qu'on devient populiste. C'est pas non plus parler un langage populaire. On peut même parler un langage vulgaire sans être nécessairement populiste. Le populisme, c'est pas non plus des intervenants politiques qui sont pas dans les partis traditionnels. Hein, des fois, tu as des analystes que aussitôt que les partis ou que des idées ou que des personnes ne sont pas dans la pensée traditionnelle, là, tout de suite, ça devient populiste. C'est pas ça non plus. Puis, du populisme, c'est pas nécessairement à droite. Il y a du populisme de gauche, il y a du populisme de droite. D'ailleurs, en Amérique latine, il y a une longue tradition de populisme de gauche qui existe. Le populisme, la définition que je vous propose, elle a plusieurs dimensions. D'abord, c'est un chef charismatique, ce qui est très facilitant quand tu es un animateur de radio, qui parle au nom du peuple, d'où le nom populisme. Un peuple qui est habituellement silencieux. On parle au nom de la majorité silencieuse, mais il faut qu'elle reste silencieuse. En reprenant des préjugés populaires, donc un discours démagogique, ce qui est très important,
pour pourfendre, pour dénoncer une élite qui est réelle ou qui est inventée. Ce qui va faire la différence entre un populiste de gauche et un populiste de droite, c'est le type d'élite qui va être dénoncé. Le populisme en soi, qu'il soit de gauche ou de droite, est une menace pour au moins deux choses. La première, c'est que le populisme, étant donné qu'il est basé sur un discours démagogique, c'est opposé à la science et au journalisme. On est ici dans un cégep, on enseigne des sciences et il y a des méthodes scientifiques pour prouver des faits et pour les analyser. Bien sûr, la science évolue. La science, ce n'est pas la fin de notre savoir, c'est un savoir qui se construit. Mais ce n'est pas la même chose que des préjugés. Alors, le populisme est une menace à la science et au journalisme aussi, du côté médiatique. Et c'est aussi quelque chose qui est opposé à la démocratie. Donc, le populisme, c'est d'essayer d'avoir un leader, un chef. Lui, il sait où est-ce qu'on veut aller, puis ça va bien aller parce qu'on va le suivre. Alors, c'est une menace à l'idée de la démocratie, des assemblées générales, de l'auto-organisation des personnes. On se retrouve donc avec un discours de la radio sensationnaliste qui peut être qualifié de populiste de droite, ce qui peut se résumer, entre autres, en disant « parler au nom du peuple en défendant les intérêts de l'élite ». Alors, je l'ai fait part tantôt avec mon premier schéma. Je vous emmène maintenant vers le deuxième et vous allez voir que j'ai des problèmes, j'ai des problèmes de santé mentale, je fais trop de schémas. Alors, c'est ma dernière bébite. Mais, si vous allez voir sur le site Internet, vous allez voir qu'en une page, j'ai été capable de synthétiser quelque chose de très complexe dans quelque chose de cohérent. Et vous êtes obligé de me croire parce que vous n'êtes pas capable de voir. Donc, les travaux que j'ai faits à ce sujet ont mené à une publication qui sont résumés ici, où je démontre que le discours de la radio sensationnaliste est un discours cohérent. Premièrement, sur les questions plus politiques et économiques, c'est un discours qui défend le capitalisme néolibéral, qui est parfois même libertarien, et qui est systématique, cohérent, il est néolibéral. Il est pro-impérialiste, c'est-à-dire lorsque, par exemple, les puissances occidentales vont attaquer militairement un pays dans le Sud, ils vont systématiquement être du côté des puissances occidentales. C'est un discours qui soutient l'extractivisme minier et pétrolier et qui était anti-écologique. On va le voir tantôt. C'est un discours qui est principalement fédéraliste canadien et anti-indépendantiste. Et c'est un discours aussi qui vise à diminuer l'influence des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont des opposants pour eux. Et ici, je résume une bonne partie de mon analyse. Si on a fait une analyse tantôt de la société, hein, le 1%, le 99%, quels sont les intérêts et les organisations du 1% et quels sont celles et ceux du 99%. Eh bien, la radio sensationnaliste, lorsqu'elle développe un discours populiste de droite, elle doit réorganiser un discours cohérent. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent. Si son discours, ce n'est pas une opposition entre les riches et les pauvres, entre les travailleurs, les travailleuses, puis la minorité et les multinationales, si ce n'est pas un discours de redistribution de la richesse, c'est un discours de quoi? Bien, c'est un discours qui est basé sur, qui antagonise quatre grandes catégories. Premièrement, les catégories sociales. On va opposer les contribuables et les travailleurs contre les pauvres, qui coûtent cher. On va faire aussi une opposition entre les banlieusards et les urbains. Et quelque chose qui était très important dans les années 90, début 2000, qui l'est un peu moins, mais une opposition entre les X et les baby-boomers. Dans la grande période là, de Choix FM avec Jeff Fillion dans les années 90-2000, c'était très important. Ça l'est un peu moins. C'est une opposition aussi nationale. Donc, j'ai dit qu'il ne soutient pas l'indépendantisme, mais clairement qu'il y a un nationalisme canadien ou québécois, mais de souche opposée aux personnes immigrantes. C'est une opposition politique aussi, de la majorité silencieuse contre les personnes qui militent, hein, qui veulent changer le monde. C'est une opposition des gens ordinaires contre les gens marginaux. Et c'est aussi une opposition de genre des hommes
contre les femmes et particulièrement les féministes. Ce discours crée une cohésion auprès des auditeurs et le mieux en 2012 démontre très bien l'importance de construire le groupe des X autour de l'animateur vedette et même fait toute l'analyse de comment l'animateur, Jeff Fillion à l'époque, allait jusqu'à expliquer que c'est quoi un X, comment il doit se comporter, comment il doit penser. Puis aujourd'hui, là, j'ai vu des faux X. Fait que là, il y avait les vrais X puis les faux X, parce qu'il y avait des faux X qui pensaient qu'ils étaient des X, mais ce n'était pas des vrais X. Ça, c'est du côté de Choix FM. Du côté du FM 93, qui est quand même lié au réseau Cogeco, on avait les cols rouges. Alors, c'est un peu l'équivalent des X, mais c'est une autre forme. Alors, les cols rouges, qui réfèrent au redneck, étaient une sorte de nous collectif qui était créé sur le discours que je viens de présenter. Ça implique le dénigrement de nombreuses catégories de personnes, femmes féministes, pauvres, les personnes handicapées aussi, les personnes homosexuelles. D'ailleurs, André Arthur, qui a perdu de nombreux procès, qui s'est fait mettre à la porte de nombreuses fois. Bon, mais le dernier coup, c'était sur les questions des homosexuels. Et bien sûr, dénigrement des personnes immigrantes, racisées, musulmanes. Alors, c'était le portrait général de cette radio et de comprendre quelle est leur analyse et qu'est-ce qu'ils proposent comme discours et sur quel discours ils font adhérer la population. Je passe maintenant à un sujet précis, la question plus précise du racisme et même plus précise de l'islamophobie. Alors j'en parle. On aurait pu parler de la question du racisme contre les Autochtones, racisme contre les personnes noires, contre plein de sortes d'autres racismes. Je vais prendre ce sujet-là pour pouvoir vider un peu la question. Commençons par défaire quelques mythes. Oh, je vais y aller. Il y a eu un sondage dans la population qui demandait quel est le pourcentage de population musulmane au Québec et au Canada. Le sondage nous disait 17% au Québec, 20% au Canada. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, combien de pourcentage de la population québécoise est de musulmane? 2%? 1%? 1,5%? Et si je dis population canadienne, alors canadienne, le sondage dit que la population, en général, pense qu'on est 20% de Canadiens d'origine musulmane, de religion musulmane, je veux dire. Combien vous pensez en réel? 3, 4, 5, 10? Oui? 7. Alors, on va voir si the price is right. La réponse pour les deux, le Québec et le Canada, c'est 3%. Alors, on voit qu'il y a un méchant décalage entre ce que le monde pense et le réel. Et ce décalage-là, il vient de quelque part. Il y a un décalage qui est particulièrement médiatique. Il y a une surexposition de certains phénomènes qui l'expliquent. La population de religion musulmane au Québec, elle se distingue par certaines caractéristiques. Premièrement, elle est faible, seulement 3% de la population. Elle est très instruite. On a probablement une des populations les plus instruites qui existent. Donc, c'est 63% des hommes et 50% des femmes qui ont un diplôme universitaire au Québec. Oui, au Québec. Non, c'est 48 et 41. Et dans la région de Québec, c'est 62% et 50% qui ont des diplômes universitaires, ce qui est énorme. C'est une population aussi qui est très diversifiée. Ils ne viennent pas du même pays. Il y en a du Maghreb, il y en a du Liban, de l'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique noire, de Bosnie, d'Asie du Sud. Donc, c'est une population qui est très diversifiée. Ce n'est pas un bloc. Et par rapport aux autres personnes immigrantes, c'est une population qui est moins religieuse. Alors, c'est les grandes caractéristiques. Je ne pense pas que c'est ça que vous entendez lorsque vous écoutez les médias. Et c'est encore moins ce que la radio sensationnaliste va mettre de l'avant.
Dans les médias, on va mettre l'accent beaucoup sur les aspects négatifs. Alors là, d'un côté, on va avoir les aspects internationaux, incluant particulièrement la question des guerres et des attentats. Et à droite, vous allez voir comment la question, ces questions-là ont pris de la place dans l'espace médiatique québécois, mais une place énorme. Et quand je dis une place énorme, c'est important, parce que si vous voulez plus de justice sociale, vous voulez défendre l'environnement, vous voulez changer la société, bien, vous regardez les élections, vous regardez les médias, puis c'est ça qui va prendre de la place beaucoup. Alors là, on peut regarder de Bouchard-Taylor à la Charte des valeurs, à toutes les élections, ça revient comme un enjeu. Encore les dernières élections provinciales, les dernières élections fédérales, bon, c'est le vote voilé, le projet de loi 21, les signes ostentatoires. Alors, on peut avoir l'opinion qu'on veut sur le sujet. Mais je pense qu'on peut constater que ça prend beaucoup plus de place que ça devrait. Les élections fédérales, pas les dernières, mais l'autre d'avant, c'était la question du vote voilé. On a trouvé une seule personne au Canada qui avait un vote voilé. Elle était tellement puissante, cette personne-là, qu'elle a pris le contrôle des élections, puis ça a été un sujet électoral majeur. Alors, on voit que si on veut changer la société, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait parler. Il y a beaucoup de fausses nouvelles, de demi-vérités qui sont amplifiées, qui sont diffusées. Il y a des phénomènes isolés qui sont amplifiés. Et il y a une surexposition des attentats islamistes. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2015 aux États-Unis et qui a regardé dans les médias, selon l'origine de la personne qui fait un attentat, quel est l'effet médiatique que ça va avoir. Et on se rendait compte que même si le nombre de morts, c'est triste de faire comme analyse, mais le nombre de morts était souvent plus faible, il y a beaucoup plus de visibilité médiatique si la personne qui fait l'attentat est musulmane, et surtout si la personne est musulmane et vient de l'extérieur des États-Unis. Par contre, si c'est un attentat d'extrême droite, raciste, il y en a eu plusieurs, des personnes qui sont débarquées dans des églises, dans des lieux publics, ou homophobes, bien, ça va être moins médiatisé. Ceci étant mis en contexte, bien, la radio sensationnaliste s'inscrit dans ce cadre-là. Et il y a différentes campagnes qui ont été menées. Donc, il y a un candidat col rouge qui s'était présenté en 2012, mais il a dû quitter la campagne car lui, il n'en voulait pas d'émigration arabe. Il y a beaucoup de déclarations qui ont été dites. J'en nomme quelques-unes rapidement. Une qui est comme le cri de ralliement que beaucoup d'animateurs ont dit, c'est « Tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. » Alors, on n'a pas besoin de chercher très, très longtemps pour savoir que c'est pas vrai, là. Et que c'est très raciste de dire ça. Je continue. Alors, Ravary et Martineau qui nous disent que l'islam modéré, ça n'existe pas. Jacques Brassard à Montréal Live qui nous dit que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs occidentales. Dominique Morin en discussion avec Denise Bombardier qui nous dit que les pires horreurs sur la terre, c'est fait au nom de l'islam. Et notre ami Doc Mayou qui vraiment donne pas sa place côté raciste, là, on est vraiment grillé. Fait que il y a tout un lourd passif, notre ami. Bon, là, j'ai une citation de 2018 qui dit que certaines races sont meilleures que d'autres. J'en ai relevé une couple d'autres, là, donc des décisions du conseil de presse sur M. Mayou, qui a été condamné pour propos racistes, haineux et expression de préjugés en 2013. Ah oui, alors qu'il disait, là, il parlait d'Amir Kadir, puis finalement, il continue en disant que ces peuples-là sont profondément tarés, sont porteurs d'une culture avec profond, qui mène au tu sais, c'est du cannibalisme familial, c'est du cannibalisme, pas au sens propre, ça se dévore littéralement. Bon. Alors ça, c'est notre ami Mayou. J'en ai d'autres, là, je pense qu'on a notre dose, en tout cas moi, j'en ai ma dose. Je pourrais continuer longtemps, mais il faut que je vous avoue que je suis un peu... je suis un peu... je suis pas quelqu'un de très émotif en général, là, mais moi, je me suis impliqué beaucoup dans le mouvement à Québec, dans tout le mouvement pour la paix. Il y a eu, je sais pas
plusieurs sont trop jeunes ici, mais il y a eu une guerre en Irak, puis il y a eu des grands mouvements pour la paix avec des énormes mobilisations qui avaient eu lieu à Trois-Rivières, Québec, Montréal, partout dans le monde, mais le Québec était vraiment un pôle pacifiste très fort. Puis j'ai connu beaucoup de personnes à cette époque-là, puis je me suis impliqué aussi avec eux autour du printemps arabe, tout le mouvement pour la paix, et puis je me suis retrouvé avec un attentat terroriste qui a eu lieu à Québec, avec quelqu'un qui est rentré dans la grande mosquée à Québec, qui a pris son fusil, puis qui a tué 6 personnes, qui en a blessé des dizaines et des dizaines d'autres. Fait que on a été capable, en moins de 24 heures, de réunir 15 000 personnes le lendemain en solidarité. Tous les organismes de solidarité internationale, les groupes militants, on se demande à quoi ça sert. Bien, ça sert à ça aussi. Ça sert que le lendemain d'un attentat, on était 15 000. Il faisait moins 20, mais on était 15 000 ensemble pour donner notre solidarité aux victimes puis démontrer que c'était pas ça notre ville. Mais en même temps, on s'est retrouvés, c'est ça, avec la radio poubelle qui était encore dans le décor. À ce sujet-là, j'ai l'ex-agent du SCRS, Michel Junot-Katsuya, qui a dit des animateurs de radio qu'ils avaient du sang sur les mains, et le maire Labaume, qui a dit qu'il fallait rejeter celles et ceux qui s'enrichissent avec la haine. Mais le lendemain, il ne se fait rien. André Arthur, qui est comme le grand-père de la radio poubelle, je dirais que Jeff Fillion est le père de la radio poubelle, puis là, malheureusement, il y a de nombreux enfants. André Arthur, qui dès le lendemain, ce qu'il a trouvé d'intelligent à faire, le lendemain, c'était une des 6 victimes avait un commerce. Alors, il a été fouillé dans les rapports du MAPAC, le ministère qui fait l'inspection, entre autres. Et puis, l'épicerie avait eu une inspection défavorable. Il y avait des problèmes de salubrité. Il avait fallu qu'il fasse des arrangements. Là, il y avait des choses à améliorer. Fait que le lendemain de l'attentat, notre ami Arthur a trouvé rien de plus intelligent à faire que de lire le rapport sur la salubrité de l'épicerie de la personne qui venait de se faire tirer dessus. Le lendemain de l'auto incendiée du président, parce qu'on ne s'en rappelle peut-être pas, mais 6 mois après l'attentat, le président de la mosquée s'est fait incendier son auto en face de chez lui. Bien, encore une fois, André Arthur a laissé entendre que la voiture avait peut-être été brûlée par d'autres musulmans parce que des fois, ils sont en compétition un avec l'autre. Puis que probablement qu'il était dans les frères musulmans, le président lui-même. Alors, bien sûr, on a retrouvé la personne a été condamnée, c'est pas ça du tout. Et ça, c'est dans un contexte où il y a une montée aussi de l'extrême droite, qu'on note un peu partout, entre autres ici. Je pense que vous avez eu des épisodes dernièrement. Donc, l'extrême droite qui a deux points. Là. Il y a des vrais néo-nazis qui existent, puis qui sont de plus en plus forts. Puis à côté de ça, tu as des mouvements plus larges, qu'on pourrait nommer national-populistes, puis qui sont des groupes anti-immigration. Alors, ces groupes-là, ils prennent de la place de plus en plus. Et nos radios, puis là, j'ai pas peur de nommer ça des radios poubelles, lorsque ces groupes-là prennent position, ils n'ont pas peur de prendre position pour les défendre et les amoindrir ce qu'ils font. Alors, des fois, bien sûr, il y a des animateurs qui vont dire « Ah, les nazis, l'extrême droite, les extrémistes, ils vont prendre position contre. » Mais lorsqu'il y a des groupes réels qui subissent de la pression, puis que, par exemple, des groupes qui vont faire des manifestations, ou des groupes néo-nazis qui jouent de la musique, qui vont se faire sortir de des groupes, des festivals de musique, là, la radio va prendre position pour les défendre. Donc, la radio poubelle n'est pas une radio d'extrême droite, mais quand l'extrême droite prend place dans la société, c'est en partie des alliés naturels. Bon, à la fin de la conférence, on pourra peut-être jaser plus en profondeur sur la question du racisme et de l'intégration de toutes les actions à poser et tous les gestes à poser. J'y vais plus rapidement avec le dernier enjeu. Les questions environnementales. Alors, on se retrouve avec une radio qui est climato-sceptique, mais même climato-négationniste. Négationniste, ça veut dire qu'ils disent que ça n'existe pas. Tandis que sceptique, ils disent « Ah, peut-être ça existe, mais bof, en attendant, on ne le sait pas. » Alors, vous ne serez pas sans surprise quand je vous rappelle qu'on est en crise écologique. On vit présentement la 6e extinction de la biodiversité. L'extinction
des espèces vivantes, de la diversité des espèces, est 1000 fois plus rapide que dans l'évolution normale actuellement. On a aussi des ressources non renouvelables qui atteignent des pics de production. Ça veut dire qu'il y a toute une série de ressources, incluant les ressources pétrolières, où on approche le pic de production, puis après, ça ne va que redescendre. Sauf qu'étant donné qu'on consomme de plus en plus, ça ne sera pas une cloche, ça ne sera pas on va attendre un pic, puis ça va redescendre lentement. Étant donné qu'on consomme de plus en plus, là, on atteint le pic, mais après, ça va descendre très rapidement si on continue à augmenter notre consommation. Et ça, je parle particulièrement de ressources minières et de ressources énergétiques non renouvelables. Du côté de la radio, c'est un soutien sans nuance à l'industrie extractiviste, un discours climato-sceptique et aussi tous les enjeux du transport. Ça, c'est très important. Donc, vous avez peut-être entendu parler du troisième lien. Le troisième lien à Québec, c'est un projet de 5 milliards. C'est énormément d'argent pour très peu de personnes qui sont dans les deux rives qui sont opposées là, à l'est et qui est promu par les radios. Et c'est intéressant parce que les radios qui sont en concurrence les unes avec les autres se sont coordonnées pour ce projet-là. Et ils se sont appelés, se sont lancés des défis à soutenir ce projet-là. Ils se sont comme concertés. C'était en ondes, là, ils se relayaient un l'autre pour défendre ce projet. Et là, ils sont tous en ligne pour défendre ce projet. Et là, je vous propose des extraits radio. Alors, amusons-nous un peu. On va y aller avec le premier bloc. Et là, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la description des personnes qui parlent avec les dates et les radios concernées. Alors, on commencerait avec un premier bloc qui parle non seulement du climato-sceptisme, si on veut, mais aussi du mépris des mobilisations écologiques ou du danger que les mobilisations peuvent représenter. Beaucoup informé. Je suis pas un spécialiste, évidemment, mais je me suis beaucoup informé. C'est que des changements climatiques, on le sait, il y en a eu des dramatiques depuis le début depuis le début que la Terre existe, depuis 4,3 milliards d'années. Et évidemment, les humains en étaient pas la cause. Donc, il y a des facteurs profonds, naturels, qui occasionnaient ça. Mais là, ils ont décrété, il y a une trentaine d'années, que là, ça comptait plus. Maintenant, c'était l'humain qui était le seul facteur déterminant, ce qui m'apparaît très gros, là. Je voudrais qu'on me fasse la preuve, Dominique. On prend 5 ans, on examine la chose à tête reposée, on fait venir les plus grands spécialistes. Le Canada devient le leader mondial de la réflexion là-dessus. On fait un débat public, un exercice démocratique, on s'informe, on débat. Puis ensuite, s'il faut mettre une taxe sur le carbone à 50 cents, on la mettra à 50 sous. S'il faut la mettre à 1 piastre, on saura pourquoi. Moi, je suis pas friand des taxes, mais je comprends. Non, mais tu comprends. C'est un appel à la raison, ce que tu fais. On va tasser la religion, le clergé, les dogmes, les dictats, les fatwas. Puis les menaces. Si tu fais pas les fatwas, tu vas pas essayer, tu vas pas ça, puis tu vas... Et de revenir à la raison. C'est un appel à la raison. Et revenons à la science. On va tous se placer du bord de la science. Donnez-moi des faits. Si demain matin, le Québec cesse de vivre, cesse de produire quelque richesse que ce soit, interdit les voitures, je l'ai dit, donc banni les avions et tout. Ça change quoi? Tu sais, quand je vous dis gaga gougou, là, c'est complètement farfelu, c'est out there. Je m'en viens quasiment à me demander si c'est vraiment pas un cas de maladie mentale. L'anxiété, c'est un cas de maladie mentale. L'anxiété extrême. C'est une certaine forme de problème de santé mentale. C'est est-ce que c'est dans le DSM-4 ou le DSM-5 ça a été renouvelé? C'est maintenant le DSM-5. C'est les troubles anxieux dans le DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. C'est reconnu par the American Psychiatric Association. Tout ce qui s'appelle les troubles de phobie spécifiques, troubles d'anxiété sociale, etc. C'est un cas. Actuellement, on est en train de vivre une grande vague de maladies mentales. Autre que la destruction de l'humain. Leur but, c'est, ils détestent les enfants et ils font à croire que si on met des enfants sur la terre, c'est pas bon. Tu vois comment ils nous détestent. Ils détestent n'importe qui a une vision pas verte, comme eux, ils pensent, c'est vert. Le vert, pour eux, là, c'est tout le monde, les animaux, tout le monde peut être vivant, sauf l'humain.
Tu vois là-dedans que ça s'inscrit très bien, toute cette mouvance-là. Vegan, dont on entend beaucoup depuis quelques mois. Vegan, on protège les animaux. Non, je comprends ce discours-là. Oui. Mais lorsqu'on pousse le raisonnement beaucoup plus loin, on se rend compte que ça s'inscrit dans cette mouvance-là que tu nous décris. Ben, écoute, Dominique Champagne, c'est le meilleur exemple. Il est allé à Tout le monde en parle, il a dit comment il était humain, tu sais, de juste relaxer un peu, pas faire autant, prendre un char de moins. Là, maintenant, il est déjà sur une autre phase. Là, il veut éliminer les automobiles, tu comprends? C'est-à-dire, leur progression est très rapide. Oui. Ils commencent avec quelque chose, ils mettent leurs pieds dans la maison, puis après ça, là, ça change tout. Comment les combattre, Ken? C'est la question que je me pose. Il faut combattre ça. On combat avec ton blog, ce que tu viens de faire, allumer les gens, faire réaliser aux gens que c'est devenu un délire dangereux, un délire communiste, marxiste. Oui. Écoute, regarde bien le passé de Karl Marx. Regardez bien tout ce qu'il fait. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que Québec solidaire, puis je dis pas juste Québec solidaire, mais toute la gang qui écoute ça, qui pense, ils vont nous taxer en pensant que l'humain affecte plus la Terre que le Soleil. N'importe qui a un peu de logique sait que le Soleil décide la vie et la mort de tout le monde ici, sur la Terre. Tout le monde, absolument tout le monde. Il avance, il monte un peu de degré, c'est fini, on brûle vivant. Il se recule, on gèle. Je veux dire, c'est tellement absurde d'entendre ce monde-là dire n'importe quoi. Hier, le gouvernement canadien a embarqué dans le mood qu'il y aurait une épidémie de crinqués de l'extrême droite. On comprend pas trop c'est quoi, là. On a vu beaucoup d'histoires dans les dernières années qui sont reliées pas mal toujours à la même chose, là, les ISIS de ce monde, puis des terroristes qui revendiquent à peu près toujours la même patente. Mais là, les médias et les politiciens sont inventés une histoire qui aurait une résurrection des mouvements d'extrême droite. On dit pas que ça n'existe pas, là, mais on dit que on a de la misère à voir un événement, quelle place, vraiment, c'est-tu quelque chose qui nous fait si peur? Moi, non. Moi, ceux qui me font peur dans le futur, parce que pour moi, les groupes qui vont devenir les plus dangereux, ce sont les activistes crinqués green. Et je sais que dans les raffineries nord-américaines, puis du monde entier, les mesures de sécurité sont augmentées parce que on sait que c'est... Écoute, la semaine passée, des membres de Greenpeace ont monté, ils sont allés là en bateau en passant, là. Bateau, hélicoptère, après ça, un autre genre de petit, comment on appelle ça, là? Un Zodiac. Un Zodiac, là. Un Zodiac, tu rames pas, là. Ça marche au gaz, puis là, t'as les gars qui ont monté une plateforme de forage, je sais pas trop où, en Norvège ou quelque chose, puis ils ont pris des selfies, puis tu voyais qu'ils étaient là pour faire de la merde. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Alors, si vous prenez des selfies sur des plateformes, ça se peut que vous fassiez peur à Jeff, je vous avertis tout de suite. Donc, on voit un peu la structure de ce discours-là, avec des appels à la science, mais à ne pas écouter la science. Et surtout, la conclusion, c'est toujours de s'opposer aux revendications écologiques et ne pas participer au mouvement. C'est pas mal, ça conclut toujours pas mal par ça. Étant donné que c'est le sujet, j'y vais avec un dernier bloc, mais là, plus sur le fond. Alors, on emmène leur intellectuel qui s'appelle Rénal Duberger, qui, lui, a donc fait toute une analyse qui rejette toute la question des changements climatiques. Et là, je vais juste dire un mot là-dessus, là, mais il faut prendre conscience que le gaz et le pétrole qu'on a sur la planète Terre, il a pris des centaines de millions d'années à s'accumuler. Hein, c'est à peu près le Carbonifère. À partir du Carbonifère, ça s'est accumulé. Et en centaines de millions d'années, ça s'est cumulé. Là, on est en train de mettre le feu dedans en 100 ans. Et là, c'est en train de transformer le globe. Alors, on va voir qu'est-ce que Rénal en a à dire à ce sujet. Et pendant qu'il va parler, je vais faire défiler des diapos sur des informations scientifiques sur le sujet qui démentent là, ce qu'il dit, incluant des cartes de Trois-Rivières si l'eau, la température augmente de 2 degrés ou de 4 degrés, puis les inondations que ça va provoquer.
Alors, on y va avec un dernier bloc. Il y a eu la dernière COP qui a eu lieu en Allemagne aurait dû avoir lieu aux îles Fidji, mais c'était trop petit pour accueillir tous ces gens-là. Pourquoi on avait choisi Fidji? Parce qu'on pensait aux réfugiés du climat qu'on pense ont déjà les orteils dans l'eau. Ils n'ont pas les orteils dans l'eau. Aux îles Fidji, la montée de l'océan, c'est 0 mm par année à l'heure actuelle. Et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, réaliser que ce mouvement-là doit s'éteindre et puis qu'il y a d'autres priorités sur la planète, comme j'ai dit tout à l'heure, la faim dans le monde, l'eau potable, qui sont beaucoup plus importants qu'un changement climatique qu'on ne peut pas combattre de toute façon et qui n'est pas aussi, c'est pas 7 degrés, 5 degrés, c'est même pas 3 degrés, c'est à peine 1 degré de plus qu'on aura en 2100 si on continue, si la tendance se maintient. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il y a un autre sondage, pas une élection, un vote qui est paru la semaine passée, sur les climato-sceptiques. Les gens qui sont, ça le dit bien, là, qui sont pas sûrs qu'il y a un réchauffement climatique dû à l'homme. Et il y a peu de gens qui partagent ce scepticisme-là au Québec, sauf à Québec. À Québec, là, c'est pas loin de 40% des gens qui doutent. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. La science serait où si on n'avait jamais douté d'elle? Ben, la Terre serait encore plate. Ah oui. On s'entend? Si quelqu'un, à un moment donné, n'avait pas remis en cause... C'est correct d'avoir un esprit scientifique, mais pour moi, ça fait partie de l'esprit scientifique de douter. Ce sera le soleil qui tournerait autour de nous encore. Oui. La température moyenne annuelle globale n'a pas augmenté depuis 1997. Or, nos émissions globales de gaz à effet de serre, de CO2, ont augmenté. 40% de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle ont été faites de 1997 à aujourd'hui. Comment ça se fait que la température globale n'augmente pas? Alors, il y a plus de monde, il y a plus de chars, il y a plus d'usines. La courbe devrait tout le temps augmenter. Or, depuis 1997... Alors, je vous laisse apprécier la qualité de cette analyse. Donc, la température augmente. Depuis 100 ans, elle augmente. Et là, présentement, elle s'accélère. La courbe qui est ici, ça vient de la NASA. Alors, ça montre l'augmentation de la température globale. Le niveau des océans est en augmentation. C'est principalement dû à la dilatation de l'eau à cause qu'elle est plus chaude et à la fonte des glaciers terrestres. Donc, si vous voulez plus de détails, il y a 1000 informations disponibles sur Internet, mais on est ici dans un cégep. Il y a assurément des professeurs qui connaissent le sujet. Et je leur dis un merci parce que le cégep de Trois-Rivières avait annulé une conférence de Rénal Duberger le 13 octobre 2015. Alors, on n'a pas assez proche de l'avoir ici. Bon, je me retiens pour les commentaires. Restons respectueux. Monsieur Duberger, qui est un chroniqueur constant dans la radio à Québec, il y avait une bourse à l'Université Laval et le 29 octobre 2019, donc ça vient juste d'arriver, l'Université Laval a résilié sa bourse. Il ne voulait plus qu'il y ait de bourse associée à lui qui soit donnée à l'Université Laval. Vous devinerez pourquoi. Alors, je termine maintenant en disant que on se retrouve avec un phénomène important. Si on veut changer le monde, ben, on a différents acteurs dans la société, puis ces radios-là, puis ces médias-là, ils sont là et ils influencent. On l'a vu ici. 25% des Québécois sont climato-sceptiques, c'est 44% dans la région de Québec. Moi, ça me fait halluciner. Et ce qu'il faut comme alternative, j'y vais très rapidement, mais je m'en vais vers la discussion, je vais avoir vos analyses là-dessus, c'est bien sûr de construire une alternative. Premièrement, sur les questions sociales, on a raison de vouloir changer la société. On a raison, mais il faut canaliser toutes les insatisfactions que les personnes vivent. Il faut être capable de s'organiser collectivement puis démocratiquement pour canaliser ces insatisfactions-là, parce que si on ne s'organise pas, il y a d'autres personnes qui vont s'organiser. Et c'est ce qu'on se constate avec ces médias. On peut construire des médias alternatifs. On peut construire des mouvements démocratiques.
On peut avoir aussi un discours politique clair. Il y en a certains qui disent que les idées progressistes sont très... c'est trop nuancé, c'est trop subtil, fait que c'est long à expliquer, puis les idées de droite, tu peux expliquer ça rapidement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Moi, je pense qu'il faut juste être clair quand on parle, puis d'être direct, puis on peut emmener le point de vue qu'on souhaite. Bon. Moi, l'idéal que je vise, c'est la complexité du monde diplomatique et la clarté du Journal de Montréal. Ça, c'est dans la forme. Il ne faut pas avoir peur, donc, de dénoncer les élites qui nous dominent et le système qui les avantage. Et bien, plus précisément, sur des questions des médias sensationnalistes, c'est sûr qu'on peut faire des plaintes. Il y a plus de différents organismes où on peut faire des plaintes ou des poursuites. Il y a des actions collectives qui ont été organisées dans plusieurs régions. Je souligne entre autres l'Abitibi, où il y a un animateur de Radio Poubelle qui est débarqué là-bas. Et là, côte à côte, les organisations des mouvements populaires, mouvements syndicaux, mais aussi institutionnels et artistiques. Donc, les cégeps, les groupes artistiques se sont mis côte à côte pour dénoncer cet animateur-là qui est sorti de la région. Et je vous présente ici le site Sortons les poubelles. Donc, si vous en voulez plus, il y a un travail énorme qui est fait par un site Internet qui s'appelle Sortons les poubelles qui, semaine après semaine, fait une analyse de ce qui a été dit, le résume et met l'extrait au complet. Bon, pas des petits extraits comme moi, mais les séquences de 5, 10, 15 minutes. Alors, si vous voulez faire des travaux, par exemple, sur le sujet, c'est une excellente banque d'informations parce que c'est sûr que vous comprendrez que ces radios-là ne font pas qu'avoir un discours politique. Ça jase de sport, ça jase de météo, ça jase de tout. Moi, je me suis concentré sur le discours social et politique. J'ai des références qui viennent avec ça et je vous remercie beaucoup. J'ai bien hâte d'entendre vos questions. On va prendre une quinzaine de minutes. Alors, je vous sollicite pour prendre la parole. Souhaitablement, dans un premier temps, recevoir des questions qui seraient formulées par des étudiants, des étudiantes, parce qu'on est dans une maison d'enseignement. Ce serait intéressant de vous écouter et ça permettra à notre conférencier d'étoffer un peu plus, de poursuivre l'échange avec vous. Donc, y a-t-il des questions sur lesquelles vous aimeriez... questions, commentaires, bien entendu. On va se donner une bonne quinzaine de minutes, puis par la suite, on arrêtera là. Alors, je vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, de rester assis. Alors, monsieur, question. Bonjour. J'aimerais vous entendre sur une méthode argumentative qu'on retrouve souvent dans les médias de droite, qui est celle de discréditer un propos, une opinion, en soulevant des minuscules contradictions qu'il y a entre, mettons, une pratique privée et un discours public. Je crois qu'on a entendu un exemple tantôt avec le chroniqueur qui est en train de discréditer un activiste ou un militant de Greenpeace, étant donné qu'il conduisait un Zodiac qui carburait au pétrole. Mais je pense qu'il y a d'autres exemples. On l'a vu avec Catherine Dorion, on l'a vu avec plein de militants de gauche. Donc, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Offrir une réponse? Ben, rapidement, si le sujet vous intéresse, les deux livres de Turbide et Hall, donc, et ses collègues, de 2004 et 2008, font vraiment l'analyse claire dans la communication de toutes les méthodes qu'ils vont utiliser. Le dénigrement des personnes directement est assurément une méthode qui est beaucoup utilisée. Et quand on disait, là, c'est une négation du journalisme et de la science. Je pense que les extraits, là, peuvent pas être plus clairs. L'important, c'est pas les faits. L'important, c'est l'opinion puis de convaincre le monde. Donc, oui, d'un côté, les attaques personnelles. D'un autre côté, la négation souvent des faits et une reconstruction d'une réalité parallèle. D'ailleurs, Jeff Fillion, son émission, c'était Le monde parallèle de Jeff Fillion. Il était assez conséquent là-dessus. Qui fait partie vraiment de leur construction là, de discours. Une autre question, un commentaire? À vous la parole. Oui, monsieur, peut-être aller au micro qui est juste devant vous, s'il vous plaît. Souvent, quand on attaque les gens qui sont des opinions un peu plus d'extrême droite, ils vont souvent utiliser
l'argument comme quoi est-ce qu'en les dénonçant, on dénoncerait leur liberté d'expression. Comment est-ce qu'on peut défaire cet argument-là sans avoir l'air d'être contre la liberté d'expression, finalement? La question est très bonne. C'est un gros débat éthique qui est difficile parce qu'on est pour la liberté d'expression. C'est pour ça que moi, je fais la différence dans mon analyse entre la radio poubelle qui dépasse la limite et le populisme de droite. Il y a des idées politiques de tous les centres, de tous les côtés, puis ils doivent avoir place, puis il faut le laisser s'exprimer, puis il faut faire un débat. Puis même le fait de dire des mensonges, que ce ne soit pas scientifique, que ce ne soit pas journalistique, ça ne peut pas être interdit. Je pense qu'il faut que ça soit dénoncé, mais pas interdit. La ligne, elle est tracée par les chartes. Hein? On a des règles dans les chartes, entre autres, juridiquement, on définit c'est quoi de la discrimination, de la diffamation. Et là, c'est une analyse plus de jurisprudence qui peut nous aider à faire la différence. Donc, pour ce qui est de l'extrême droite en tant que telle, c'est-à-dire des groupes, quand on parle d'extrême droite, là, j'ai dit qu'il y avait deux tendances. Il y avait des purs néo-nazis puis des national-populistes. Là, il faut regarder, est-ce que leur discours est raciste et diffamatoire, puis il est capable de cibler certains groupes de façon précise? Est-ce qu'il incite à la violence? Est-ce qu'il cause des actes violents? Alors ça, c'est tous des niveaux différents qui permettent d'agir et de dénoncer ces groupes-là. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir des idées différentes? Oui. Est-ce qu'on a le droit de cibler un groupe, de l'attaquer, de le dénigrer, puis que ça ait des effets négatifs, mesurables sur lui? Bien là, les tribunaux vont nous dire que non. Et puis, c'est sûr que comme personne qui veulent défendre une société meilleure, il faut être capable de dénoncer ces groupes-là et de s'impliquer pour le faire. Merci. Peut-être une ou deux dernières questions. Oui, monsieur. Salut, Steven. Je suis liable en personne parce que j'ai déjà été candidat de Québec solidaire, donc les radios poubelles disent que je suis dans le rouge, dans le sens du diable. Et je suis aussi directeur d'un journal communautaire. Je voulais savoir si vous aviez porté un regard par rapport au modèle de revenus des différents médias, parce qu'on en parle en ce moment avec le contexte des médias puis le financement des médias. Les médias communautaires, qui sont des médias alternatifs dans certains cas, comme la Gazette de la Mauricie ici dans la région, on peine à arriver pour pouvoir justement diffuser les messages alternatifs. Qu'est-ce que vous proposez, puis si vous avez eu une réflexion là-dessus? Merci. Alors, c'est un grand... On est vraiment en transformation médiatique. Vous le savez plus que moi, mais avec l'arrivée d'Internet, on a parlé de GAFA tantôt, avec Facebook, avec Google, avec toutes les plateformes des médias sociaux. On est vraiment en transformation gigantesque des médias. Parallèlement à ça, on est en concentration de la presse. Donc là, au Québec, entre autres avec l'Empire québécois, on a vraiment une concentration. On a certains autres médias, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, on vit ça en même temps. Concentration de la presse et le fait que ce soit des plateformes des États-Unis qui contrôlent l'accès à l'information par Internet. Et là, dans ce contexte-là, ça veut dire que la publicité ne va plus vers les médias locaux. Alors là, on a vraiment un débat qui a été relancé. Puis là, au Québec, il y a le Soleil qui est sur le bord de fermer. Donc, il y a un débat qui est ouvert sur comment financer les médias. Est-ce qu'il devrait y avoir un financement public? Est-ce qu'il devrait y avoir d'autres formes de financement, de contribution plus directe? Alors, le débat est lancé. Madame Payette, Dominique Payette, en 2015, a fait un rapport sur la question qui emmenait des pistes de solutions sur les financements alternatifs publics. Il y a plusieurs pays qui financent, entre autres des pays scandinaves, qui financent les médias selon leur lectorat. Donc, vers où il faut aller pour garder la diversité d'opinions et garder nos médias locaux actifs? La question, je n'ai pas de réponse. Je rouvre des pistes. Je pense que c'est aux médias alternatifs, à eux, à nous suggérer des pistes, puis à nous à les soutenir. Et je dirais que pour terminer la réponse, du côté de ces radios-là, ils vivent bien sûr de publicité
d'entrepreneurs privés, beaucoup de l'automobile, entre autres, là, mais l'automobile, c'est une part non négligeable des annonceurs. Et ils vivent des codes d'écoute. Donc, quand les sondages BBM arrivent, ben là, ils se donnent la go. Puis là, ils essaient de se partir une campagne sur quelque chose. Et ils visent un scandale là, avant la cote d'écoute pour être sûr que c'est eux autres qui vont ramasser la bonne statistique, qui vont après donner plus d'argent pour les publicités. Fait que ça, c'est dans leur mode de fonctionnement à eux. Et puis, bien, c'est ça. Je pense que les organisations dont on fait partie, entre autres le mouvement syndical et les associations étudiantes, ben, ont un rôle à jouer dans le soutien aux médias alternatifs, que ce soit radio, que ce soit papier, que ce soit web. Mais ces organisations-là ont les reins assez solides pour soutenir la survie de médias alternatifs. Peut-être une dernière? Voilà, Jean-François. Oui. Dans votre étude, je ne sais pas si vous avez touché cette question-là, est-ce qu'il y a une forme d'interaction entre, d'une part, les médias sociaux et les radios poubelles, les radios sensationnalistes? Moi, je ne l'ai pas fait. Puis dans les études que j'ai lues, ça n'a pas été démontré, ça n'a pas été traité comme sujet à date. Moi, ce que je peux constater, c'est que ce que les animateurs disent, puis par exemple, si on fait une analyse, puis là, j'en ai fait sur certains sujets, là, particulièrement après l'attentat de la mosquée, j'ai sur un certain sujet, là, on regarde, c'est un bon sujet d'étude, si ça vous intéresse, les commentaires en dessous des articles du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Et là, vous choisissez un sujet, puis vous regardez les articles, puis vous regardez c'est quoi les idées, puis c'est le fun parce qu'avec les... Même chose sur Facebook. Puis là, en plus, ben, le monde like, hein, le monde... donc, on peut savoir quel qui est plus aimé, quel qui est moins aimé. Et puis, ben, un exemple parmi d'autres. Puis là, vous ne serez pas surpris, mais vous prenez un article que dans le titre, il y a le mot arabe et musulman, puis ça peut parler de n'importe quoi. Puis en tous les commentaires, c'est essentiellement les commentaires les plus aimés. C'est négatif, presque, ben, systématiquement. Moi, je pense que c'est systématique. Donc, oui, le discours de ces radios-là va avoir un effet, puis des fois, on voit qu'il y a des références directes aux propos de certains animateurs, mais je ne connais pas d'études qui l'ont prouvé encore. Alors, il me reste à conclure. Laissez-moi une minute, je vais faire très vite. Je vous rappelle que la coop est à l'arrière pour vente de livres. La présentation de monsieur sera disponible sur le site Internet du Comité de solidarité de Trois-Rivières. Alors, CSTR, vous la trouverez rapidement. Je tiens en votre nom à remercier monsieur pour ses propos francs, appuyés, analytiques, qui devraient nous outiller pour une écoute plus critique de ce que nous proposent les médias. Alors, merci infiniment. Bon retour à vous.